Alors, la raison qui m'a poussé à faire cette petite expérience-là, il y a à peu près une quinzaine d'années, c'est que chez nous, la maréchalerie est pas tellement structurée, et puis, on essaye de s'éduquer comme on peut par nous-mêmes. Et puis, on nous disait toujours que, mon patron me disait que je devais regarder la banque coronaire lorsque je faisais une tournure d'affaires. Et puis, si je me basais sur les livres qu'on avait chez nous en Amérique du Nord et ce qu'on voyait sur les livres de maréchalerie qu'on avait en Europe, il y avait des différences. Ce qu'on observe chez nous en Amérique du Nord, c'est que les fers sont symétriques. Et ici, en Europe, dans les livres de maréchalerie, les tournures d'affaires n'étaient pas symétriques. Alors, je me suis dit, il y a sûrement une raison, il y a sûrement quelque chose qui fait que les deux, il doit y avoir un compromis entre les deux pour faire en sorte qu'on essaie de retrouver exactement ce que le cheval a besoin. Et puis pendant longtemps, je me posais la question, comment on peut faire pour vraiment prendre l'empreinte de la banque coronaire et être capable de l'utiliser? Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à réfléchir à la situation et je me disais, si je le fais et que j'arrive d'une façon concrète à vraiment prendre le contour de la bande coronaire, de cette façon-là, je serais en mesure vraiment de dire que je peux vraiment ferrer le cheval selon sa conformation, selon sa physionomie. Et puis, normalement, tout deviendrait plus facile pour moi par rapport au brochage parce que j'avais des mauvaises expériences par rapport aux tournures de fer que j'avais, des pieds symétriques, des fers symétriques sur des pieds qui n'étaient pas symétriques. On avait de la difficulté à brocher les fers. Lorsque le cheval perdait son fer, il se brisait le pied. À ce moment-là, on n'avait pas le choix de changer complètement la tournure du fer pour vraiment l'adapter au pied. Ou il y a eu une période, même aux États-Unis, où même si le pied était très dissymétrique, on remettait un fer symétrique et on mettait de l'acrylique. On a connu ça pas mal il y a une vingtaine d'années lorsqu'ils ont commencé à sortir des résines qui étaient très efficaces. Alors, on essayait toujours de reproduire un pied qui était symétrique sur un fer qui était symétrique sur un pied qui ne l'était pas. Alors, c'est un peu la méthode que j'utilise. C'est un fil de plomb qu'on arrive à vraiment bien mouler tout autour de la couronne. Et puis, c'est assez rigide pour qu'ensuite de ça, on est capable de l'enlever et de le garder. Fait que tout de suite, en partant, si vous regardez, ça donne une bonne indication que la couronne n'est pas symétrique. Il y a des différences plus ou moins grandes selon les conformations, selon les défauts. Mais en général, surtout, il n'y en a pas. Il n'y a vraiment aucune bande coronaire qui est symétrique sur tous ceux que j'ai pris. Vous pouvez voir, côté, vous avez, c'est un antérieur gauche, vous avez la partie médiale qui est plus droit, quartier latéral qui est un petit peu plus évasé. Eh bien, on retrouve ça. C'est ce qu'on retrouve. Alors, dans le fond, on prend la forme de la couronne, on peut le faire au sol, on peut le faire lorsqu'on on a le pied entre les jambes, et puis on peut le ressortir par le pâturon. L'ouverture est suffisamment grande pour être capable de le passer dans le creux du pâturon et sans changer la forme de la tige. Alors, ce que je me suis mis à faire, c'est essayer de tout additionner ces petites choses-là que j'avais, que je voyais qui se passaient par rapport à mon pied. Et puis, à un moment donné, je parlais de ça avec un ami qui ne connaissait rien dans les chevaux. Et puis, je lui racontais l'expérience que j'avais faite. Puis, il m'a dit à ce moment-là, il dit oui, il dit, on appelle ça des fractales. Il dit, c'est tout à fait normal. Il dit, on en voit partout dans la nature. Il dit, ça prend... C'est quelque chose, on a une base. Et puis, après ça, tout alentour de ça, mais c'est la même forme qui change et qui s'agrandit, mais toujours en gardant un même noyau. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, si la troisième phalange a une forme qui est asymétrique,
Normalement, la couronne et la capsule du pied devraient l'être aussi. Et pourquoi pas la tournure du fer, pour qu'éventuellement, on ait un bon vieillissement de la ferrure. Comme ça, bien, tout se suit ensemble. Et puis, en allant plus loin que ça, je me suis dit, bon, l'enclume, il y a une horn qui est ronde et c'est pas faite pour rien. Pourquoi que ça a cette forme-là? Tous ceux qui font de la forge, bon, on sait que si on trouve l'endroit exact lorsqu'on forge un fer, on est capable de reproduire pratiquement toutes les courbes qu'on retrouve sur le pied du cheval. Alors, déjà là, en partant, ça nous donne, on a un moule qui vraiment nous donne l'indication comment reproduire la tournure par rapport à la couronne. Aux États-Unis, on avait dans le temps un bon maréchal Ferrand qui avait établi un genre de tableau de forme de pied pour les élèves dans les écoles, pour leur permettre de se mémoriser une forme de pied en particulier avec des noms. Donc, il donnait des noms pour chaque type de pied. L'élève, lui, il savait exactement quel genre de tournure de fer faire par rapport à ça. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas tant de formes de pied que ça. Si on prend en compte des formes de bande coronaire, c'est pas mal souvent la même forme de bande coronaire qui revient pour les antérieurs autant que pour les postérieurs. Les différences sont très minimes. Et si vous regardez tous les modèles de pieds que vous avez là, c'est vrai qu'il existe des pieds qui sont faits comme ça, mais il n'y a pas de forme, je n'ai pas vu de forme de bande coronaire qui sont faits comme vous voyez sur le tableau. C'est vraiment les deux, Ralph et Normand, qui sont vraiment les deux formes de base, je vous dirais, par rapport à toutes les autres. Alors, j'ai fait un peu les modèles, j'ai fait deux tournures, un antérieur et un postérieur. Puis ça, c'est pas mal ce qu'on retrouve depuis les 20-25 dernières années chez nous, surtout depuis qu'ils ont sorti des pinçons latéraux pour les antérieurs. Alors, on se retrouve avec des formes de fer qui sont très larges en pince, qui sont symétriques pour les antérieurs, et puis que finalement, bon, on oublie un peu ce qu'on avait comme base de tournure de fer dans le passé. Là où on retrouvait des tournures de fer qui étaient, je vous dirais, un autre extrême où les fers étaient un peu trop pointus, de forme plus pointue. Là, tout à coup, on était passé avec l'arrivée des pinçons latéraux à une tournure de fer qui était beaucoup plus large. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose on devait s'ajuster entre les deux. Et puis, ça a commencé pas mal aux États-Unis, ça. On s'est retrouvé avec des tournures de fer très larges, des pinçons latéraux. Et puis, tout à coup, les gens ont commencé à négliger un petit peu le parage. Et puis, ça devenait beaucoup plus facile d'ajuster le fer avec une pince plus large. Donc, on pouvait jouer plus facilement sur la fibre du fer. Mais en contrepartie, ça avait des inconvénients, c'est-à-dire que ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait beaucoup de maréchaux qui étaient plus capables d'utiliser les clous en pince. Là où on sait que la partie la plus forte du pied est en pince, tout à coup, on n'utilisait plus ces premières étampures-là, ou lorsqu'il était utilisé, le clou était près du sensible, où le clou ressortait très bas en paroi, ce que normalement, on veut le contraire, on veut que le clou en pince soit plus haut et s'en aille en descendant vers les talons. Donc, on se retrouvait à quelque chose qui était contraire de ce que moi je croyais qui était la bonne maréchalerie. Et puis, si on pouvait utiliser les autres étampeurs qu'il y avait vers les talons, on était correct, mais si on avait un pied avec des talons qui étaient très faibles, des parois minces en talons, bien souvent, on n'était plus capable d'utiliser les derniers étampeurs. Fait qu'on se retrouvait avec seulement 4 étampeurs qui étaient vraiment qu'on pouvait utiliser. Ce qui, pour moi, faisait pas de sens. Donc, le fer n'était pas assez bien broché. C'était un problème de tournure. Et puis, le vieillissement de la ferrure, ça faisait très mal aussi. Après une semaine de ferrage, on levait les membres antérieurs, puis on pouvait voir déjà que le quartier extérieur avait déjà commencé à déborder. Ça avait été râpé à la râpe, mais on voyait nécessairement que la forme du pied ne correspondait pas à la tournure qu'on avait. Et puis pour les postérieurs, mais c'est la même chose. On a, avec la venue des fers déjà tout pré-shapés, c'était des pinces qui étaient plus ou moins carrées.
la forme de la pince n'était pas nécessairement adaptée au pied, sur un pied qui était plus pointu. Alors, on retrouvait les mêmes choses. Fait que c'était facile de l'ajuster une première fois, une deuxième fois. Et là, tout à coup, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait comme un débalancement du pied. On avait comme un évasement du côté de la pince mamelle externe, là où la première étampure se trouvait souvent dans la muraille, où on avait du mal à monter le premier étampure en pince. On avait de la misère à le monter. Et puis, on avait souvent des pieds qui brisaient à cet endroit-là parce que le clou était dans la muraille. On avait un quartier externe qui était très faible, hein, le quartier externe débordait toujours. Donc, encore le même problème qu'on avait avec les antérieurs, c'est que le fer n'était pas nécessairement ajusté à la tournure du pied. Et puis, les modèles de tige que je vous montre, c'est vraiment... si vous voyez vraiment bien les différences qu'il peut y avoir entre le côté médial et le côté latéral. Et c'est cette petite transition-là au niveau de la pince mamelle externe, qui est vraiment pince mamelle externe, pince mamelle interne, qui pour moi, j'ai découvert quelque chose avec ça que j'avais de la difficulté à aller chercher vraiment. C'est très fin, mais c'est vraiment là que ça se passe au niveau de la transition qu'il peut y avoir entre le côté médial et le côté latéral. Alors, quand j'ai commencé à prendre plein de formes de bandes coronaires, je les mettais sur les tournures de fer que j'avais déjà fait, et puis je me suis mis à voir un petit peu tous les petits défauts que je pouvais avoir. Si vous regardez la première photo, celle de gauche, c'est un modèle de tournure qu'on a beaucoup chez les petits quarter horse. C'est des tournures de pieds de fer qui sont très étroits, plutôt longs. Et puis, on voit ça beaucoup chez les quarter horse, mais pourtant, ils n'ont pas cette forme de pied-là. La forme de la couronne n'est pas faite comme ça. Mais à force de toujours resserrer, essayer de faire des pieds un petit peu plus symétriques, on se rend compte que tout à coup, on crée un changement au niveau du sabot. Alors, ce que ça m'avait vraiment permis, c'est vraiment être capable de visualiser tous les défauts que je pouvais faire sur mes tournures. Il y avait moyen de les améliorer, toujours en essayant d'aller chercher cette petite distinction-là au niveau des pinces mamelles internes et externes. La même chose se produisait sur mes postérieurs. J'avais tendance à à incruster beaucoup trop les pinçons. Hein. J'avais tendance à faire, là où mes pinçons étaient, de resserrer beaucoup trop, de faire une ligne droite. Et puis à ce moment-là, quand j'arrivais pour brûler, si mon fer était un petit peu trop en avant et je voulais le reculer, je portais à chaud, mais je tirais beaucoup. Et puis, on s'en rend pas compte, mais petit à petit, on s'aperçoit que tout à coup, la boîte cornée change de forme. Hein? Je pense que c'est une chose qui se fait peut-être pas du jour au lendemain, mais à force de le faire constamment, on se rend compte qu'on change un petit peu la forme du pied. Et puis, lorsqu'on voyait, j'avais des chevaux avec des défauts d'aplomb. Ce que ça m'a permis de voir, c'est que finalement, je ne pouvais pas avoir deux pieds qui étaient pareil, je ne pouvais pas avoir deux tournures de bande coronaire qui étaient identiques puisque les deux membres n'étaient pas pareils. Et puis c'était au niveau des quartiers, vraiment le quartier latéral, que je me rendais compte qu'il y avait un changement qui se produisait sur la photo sur un membre avec une rotation latérale. C'est que le quartier externe se retrouvait être beaucoup plus vers la pince que là où il devait être à la partie la plus large du pied. Et puis je pense que dans mon enseignement, quand on voyait un type de pied comme ça, on nous disait toujours qu'il faut donner du support. Il faut donner du support, étant donné on essaye de remettre le pied symétrique parce qu'il ne l'est pas à cause du défaut. Et puis, on essayait de donner du support, mettre plus de garniture sur le talon externe. Et puis, finalement, ce que je me rends compte, c'est que c'était probablement une erreur de le faire, en tout cas, parce que si le pied, la bande coronaire avait pris cette tournure-là, c'était pour s'adapter aux défauts d'aplomb du cheval. Alors, aujourd'hui, au lieu d'essayer de donner du support, j'essaie plutôt de faire une branche biseautée. J'essaie plutôt d'aider l'atterrissage de ce pied-là pour que ça se fasse plus en douceur plutôt que d'essayer de le rendre égal à l'autre.
C'est la même chose pour les postérieurs. Lorsqu'on a des conformations qui sont très serrées, on a des quartiers qui sont très, très larges sur le postérieur. Et puis, souvent, le réflexe qu'on a, c'est d'enlever cet excédent de quartier-là avec la râpe pour essayer de le resserrer, pour le rendre plus symétrique. Et puis, je pense que c'est une erreur que je faisais à ce moment-là. Et puis ça, juste le fait de prendre la forme de la bande coronaire m'a vraiment fait prendre conscience que ce quartier-là, qui était plus large, était nécessaire pour ce type d'aplomb-là. Et on voit bien la forme de la tige. Il y a comme une petite partie qui est un petit peu plus droite, à partir du quartier vers le talon. Eh bien, on la retrouve aussi dans la ligne blanche. Hein? Parce qu'on prend l'empreinte de la bande coronaire et puis quand on la remet sur la face solaire du pied, ça tombe sur la ligne blanche. Alors, on se rend compte que le défaut qu'on retrouve en haut, on le retrouve en bas aussi. Alors, sur ce type de pied-là, j'ai même, me suis rendu compte même que je devais accentuer encore plus la tournure parce que, pour être sûr et certain que lorsque je venais pour brocher, que mes clous étaient vraiment dans l'angle de la paroi. Étant donné que le quartier était plus large, l'angle de la paroi était beaucoup plus incliné. Et pour être capable d'avoir un bon brochage pour monter mes clous assez haut, j'avais besoin de vraiment aller ajuster mon quartier vraiment comme il faut. Puis si je ne le faisais pas, bien, en brochant mon fer, je devais râper, je ne pouvais pas monter mes clous aussi haut, puis je devais tricher mon sabot, je devais râper ma muraille. Et puis le même problème se retrouve quand on râpe un pied qui, pour essayer de le transformer. Je pense que tôt ou tard, lorsque le ferreux vieillit, il va y avoir un défaut, il va y avoir un manque de support à cet endroit-là. Ce que je fais beaucoup maintenant avec les apprentis, c'est que je leur fais prendre toujours la forme de la bande coronaire avant même qu'ils commencent à ajuster les fers. J'ai eu des bons résultats avec ça parce que ça leur donne tout de suite un modèle, ça leur donne une photo en tête de la tournure. Donc, ils ne prennent pas de mauvaises habitudes à faire des tournures symétriques. Ils prennent beaucoup plus conscience de cette petite distinction-là qu'il peut y avoir entre la pince et mamelle interne et mamelle externe. Alors ça, c'est juste une photo que je voulais vous mettre par rapport aux pieds qui sont rétrécis du bas. Des fois, c'est un bon outil pour montrer aussi aux clients, des fois, quand ils achètent un nouveau cheval et qu'ils pensent que les deux pieds sont pareils et que les deux pieds sont normaux, je pense que un pied qui est très resserré, si vous voyez que la bande coronaire, la base du pied est la même largeur que la bande coronaire. Sur ça, c'est un poney qui était un fourbu, un petit poney qui était fourbu. Et puis, souvent, les pieds fourbés, hein, la ligne blanche est comme un peu élargie. La ligne blanche ne nous donne pas vraiment la bonne lecture de là où elle devrait être en réalité. Et puis, cette tige-là nous permet vraiment de retrouver un petit peu la vraie ligne blanche, on peut dire, là où on peut se permettre de brocher. Alors, comme je vous disais tantôt, pour les étudiants, c'est un bon outil, vraiment, quand on a des pieds qui sont vraiment évasés, et puis, ça leur donne une référence. Je pense que c'est quelque chose qui est simple, c'est rapide à faire, et puis ils mettent ça dans leur coffre d'outils, et puis ils peuvent le regarder facilement. Alors, tout ça ensemble, ça a fait que je me suis mis à réfléchir un peu à ma façon de parer, ma façon de préparer mes pieds. Et puis, j'ai porté beaucoup plus d'attention au contour de la bande coronaire. Donc, je me suis mis à faire beaucoup plus de travail d'un point de vue horizontal sur le stand. Alors, j'ai commencé à vraiment essayer de regarder ma bande coronaire et essayer de reproduire la bande coronaire au niveau du contour de mon pied. Et en faisant ça, je me suis rendu compte tout à coup que j'arrivais à raccourcir. En enlevant ces leviers-là, j'arrivais à raccourcir pas mal mon pied déjà au départ. Ce qui me permettait de conserver toute l'épaisseur, toute la hauteur de mon pied, hein, garder mon épaisseur de sol. Et finalement, un coup que j'avais bien
bien travaillé en pariétal, j'avais presque plus rien à faire en dessous. Donc, j'avais un peu inversé ma technique, c'est-à-dire qu'avant, la première chose que je faisais, je levais le pied, je prenais mon couteau, je nettoyais le pied, j'essayais de mettre ça propre, et puis après ça, je coupais. Parce que souvent, je me retrouvais à enlever de la hauteur, des fois trop de et je me retrouvais encore avec du levier. Donc, je me trouvais avec un pied qui était court, mais qui était long. Du fait que j'avais enlevé trop de hauteur, j'avais moins de jeu par rapport à mes leviers pour travailler en pariétal. Fait que j'ai fait le contraire. J'ai commencé plutôt à mettre l'emphase sur mes leviers. Et puis, tout à coup, je me suis rendu compte qu'un cheval ne pousse pas tant que ça, en tout cas, dépendamment des conformations, mais beaucoup moins qu'on pense sur la hauteur. Donc, ça me permettait de vraiment garder ma hauteur de pied au maximum et ça me permettait aussi d'avoir un meilleur brochage. J'avais beaucoup plus de jeu avec mon brochage du fait que j'avais de la hauteur, que j'avais d'épaisseur de sol. Donc, je me mettais moins de limites par rapport à la fragilité ou pour mon brochage. Donc, j'essayais toujours de me garder quelque chose pour que ça soit facile. Au fur et à mesure que l'étape suivante arrivait, je ne me mettais pas les deux pieds dans les plats pour essayer de rendre ça encore plus compliqué. Et puis, du même coup, la tournure de fer se faisait automatiquement et puis j'avais cette différence-là. Donc, je pouvais facilement faire ma tournure de fer comparée avec ma petite tige. Et puis, normalement, la tige, elle fait sur la ligne blanche. Normalement, elle devrait faire sur les étampeux. Et puis, tout arrive un dans l'autre. Ça, ça a vraiment été le point tournant de... Okay. Alors, qu'est-ce qui faisait que j'étais porté à avoir souvent des fers qui étaient plus symétriques? Bien, c'est la mamelle externe. Lorsque le pied grandit, ce que je me suis rendu compte, c'est que là où on a cette transition-là de la pince mamelle externe, il y a une descente qui se fait et puis je la suivais pas, je la contrôlais pas. J'avais tendance à laisser la muraille en pince mamelle externe grandir et puis j'ajustais mon fer au contour du pied plutôt que de l'ajuster à la ligne blanche. Et tranquillement, on ne s'en rend pas compte, mais le fer change de forme, la pince change de forme, le quartier latéral devient de plus en plus droit et on perd un peu de cette tournure-là, de cette courbe-là qui, je pense, qui est importante. Moins qu'on a de surface droite sur un pied, ça doit tourner tout le temps constamment, légèrement, pour faire une surface qui est forte. Alors, je me souviens qu'à un moment donné, il y a un maréchal ferrant de France qui était venu chez nous il y a une quinzaine d'années donner une clinique. Et puis, il nous avait dit, comment ça se fait? Il dit, c'est drôle, il dit, chez vous, il dit, tous les pieds ils ont des quartiers très droits. Il ne savait pas, tu ne pouvais pas voir la différence où était le quartier. Est-ce que normalement, le quartier est supposé être la partie la plus large du pied? Mais là, il était un petit peu plus en mamelle. C'était difficile à délimiter là où était la partie la plus large du pied. Il dit, vos pieds c'est drôle comment est-ce que vos pieds sont faits. Et puis, j'avais toujours retenu ce commentaire-là. Et puis, suite à cette expérience-là avec la tige, je me suis rendu compte que finalement, là où on arrivait le plus à rééquilibrer un pied pour vraiment le ramener en dessous du membre, c'était au niveau des mamelles. C'est là qu'il y avait le plus d'évasement qui se faisait. C'est sûr qu'il s'en fait un petit peu en pince, mais au niveau des mamelles, c'était très important. C'est là qu'il y avait comme un genre de tiraillement qui se faisait. Il y avait des leviers qui se créaient. Et puis tout ça ensemble faisait qu'à la longue, on avait un affaissement du pied. Le pied, plutôt que de se mettre à grandir en hauteur, il se mettait à diminuer en hauteur, il se mettait à grandir en levier. Alors, j'ai commencé plus à faire attention à ça, puis je me suis rendu compte que la muraille, je laissais beaucoup trop de muraille pour rien au niveau des mamelles. Ça, juste avant de partir, j'ai pris un cheval que je pense que c'était un bon exemple. C'est un cheval qui avait
qui avait les pieds très courts, il avait perdu son fer. Vous voyez la partie la plus forte du pied qui est restée en pince. Et partout alentour, il n'y a pratiquement plus de muraille. Hein? Le pied est très, très, très court. Et puis, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'empreinte. Et puis, juste pour vous montrer comment cette tige-là est précise par rapport à l'emplacement des clous, c'est que malgré le fait que le pied était très court, je pense qu'on arrive, si on a la bonne tournure et on a le bon alignement des étampures, on arrive à être très précis. On arrive à être capable de brocher, même si un pied est très court. Puis la pince, j'ai vu cette semaine en France, à un moment donné, on était dans une écurie, puis j'ai vu des anciens fers de chevaux galopeurs ici en aluminium où il y avait des étampures tout le tour. Il y avait des étampures en pince. C'est la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, dans le fond, les tournures de fer qu'on fait, on devrait être capable de les... Lorsqu'on met une tournure sur un pied, on devrait être capable de brocher tout le tour. Je le fais souvent avant même de brocher mes fers. Je vais prendre mes clous, puis je vais clouer dans la ligne blanche, puis on arrive à brocher tout le tour du pied. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on n'est plus capable d'utiliser les premières étampures en pince? Je pense que c'est parce qu'il y a un défaut au niveau de la tournure. Peut-être qu'on peut peut-être pas toujours arriver à avoir la tournure qu'on désire au départ, mais il faut garder en tête que la partie la plus forte du pied est en pince et puis qu'on doit s'en servir. Pour moi, c'est quelque chose qui est primordial. Dans le fond, en résumé, la symétrie du pied doit être respectée. Hein? Comme je vous dis, sur tous les modèles, puis j'en ai pris beaucoup, que ce soit un poney, un cheval de selle, un cheval de trait, un cheval de course, ils avaient tous pratiquement les mêmes différences au niveau des tournures de fer. Bon, dépendamment des conformations, il y avait des formes qui étaient plus ou moins dissymétriques. Mais en général, j'en ai jamais vu qui était symétrique. La hauteur du pied qu'on doit garder, je pense que, en tout cas chez nous, je ne sais pas ici, mais chez nous, on voit vraiment qu'il y a un problème au niveau de la longueur de pied. On voit souvent des pieds qui sont courts et longs en même temps, qui sont longs en levier, mais courts en hauteur. Pour moi, c'est un gros problème. Je pense que le cheval a besoin d'avoir plus de pieds, plus de sol que moins. Et puis, bon, mais si on arrive à reproduire la forme de la bande coronaire sur notre fer, bien, je pense que c'est quelque chose c'est une étape qui est tout à fait normale et quelque chose qui est simple et qui fait partie de la maréchalerie de base. Et puis, brocher dans la ligne blanche, bon, mais je pense que tout le monde, je pense que je vous ai rien appris aujourd'hui par rapport à toutes ces choses-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'être capable de le visualiser avec quelque chose de concret comme ça. Puis surtout pour les élèves, quand ils commencent, moi, si j'aurais bien aimé au début avoir ce genre d'exemple-là, parce que souvent, j'ai fait des tournures de fer et puis j'arrivais pour faire un relevage, je passais mon temps à changer la tournure. Je parais mon pied d'une fois à l'autre, puis je passais toujours mon temps en train de rechanger la tournure. C'était jamais vraiment stable. Ma tournure de fer j'avais pas des bonnes bases dedans. Puis depuis que j'ai fait plus attention à ça, c'est super facile de faire des relevages. On arrive, on taille le pied, on fait des relevages. Il n'y a pratiquement plus rien à retoucher à la tournure. Donc, je pense que quand on arrive à ce moment-là, et puis que la ferrure vieillit bien, et que le cheval est facile à referrer, on a tout le temps du pied qui grandit. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle une bonne ferrure de base. C'est quelque chose, c'est assez simple, et puis ce sont des bases qui sont simples à respecter. C'est ce que j'essaye de mettre en pratique. Merci.